Je m'appelle Zoé, j'ai 20 ans, je suis étudiante infirmière en 3e année à l'IFSI Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. La première année, j'ai commencé avec un premier stage en maison de retraite, puis j'ai fait la crèche. Ensuite, pendant ma 2e année, j'ai fait d'abord chirurgie ambulatoire et après psychiatrie en secteur fermé. Et du coup, premier stage de 3e année, pour le semestre 5, j'ai voulu aller en maladies infectieuses et tropicales parce que je voulais un stage beaucoup plus médical et vraiment dans un hôpital, en milieu hospitalier. Et du coup, c'est ce stage qui s'est mal passé et qui a posé problème par la suite. Le stage a duré en tout 10 semaines. C'était une démarche personnelle que j'ai cherchée toute seule, que j'ai trouvée toute seule. Je voulais vraiment faire un stage en hôpital, dans un service vraiment très médical. Je savais que c'était un service qui allait demander énormément de connaissances parce qu'il y a énormément de pathologies qu'on peut rencontrer là-bas, qui allait avoir énormément de soins techniques, que ce soit des pansements, des prélèvements, qui avaient vraiment une très grande importance sur tout ce qui était le stérile, la contamination. Donc il y avait vraiment énormément de connaissances et de détails très importants à connaître et à appliquer au quotidien. Mes stages précédents s'étaient toujours bien passés. J'ai toujours eu des équipes très encadrantes, très bienveillantes, avec des tuteurs de stage qui m'ont appris plein de choses et toujours d'une manière très pédagogique. Et du coup, ce stage-là, c'est le seul stage qui m'a posé problème dans cette notion de contact avec les soignants. Avant d'aller sur ce lieu de stage, j'avais des grosses appréhensions. Encore une fois, c'était la première fois que j'allais vraiment en hospitalier dans un service médical. Les gestes techniques, j'en avais déjà fait, mais c'était quand même très léger, que ce soit sur les pansements ou sur les prélèvements. Je connaissais la technique, mais c'est vrai que j'avais pas encore une dextérité très appréciable. Et sur les connaissances, énormément. Je connaissais pas toutes les pathologies. Alors évidemment, j'y suis pas allée complètement à l'aveugle. J'avais fait beaucoup de recherches à l'avance. Donc j'avais regardé en fait les pathologies prévalentes dans les différents services, quelles pathologies étaient prises en charge. J'avais regardé mes cours quand j'avais des cours sur ces pathologies-là, et si c'était des pathologies qu'on n'avait jamais vues en cours, je faisais des recherches complémentaires, histoire d'avoir au moins les informations principales, les moyens de transmission, les symptômes, les traitements prévalents, histoire de ne pas arriver et de découvrir des pathologies sur place, quoi. Mais on sait qu'il y a toujours un écart entre la théorie et la pratique, donc sur ça, les connaissances, la pratique, tout ça, j'avais quand même des grosses appréhensions, mais absolument pas sur le relationnel ou même le contact avec les soignants. Pour moi, il n'y avait aucun problème sur ça. Le déroulé de mon stage, alors déjà, dès le premier jour, l'accueil a été assez particulier. On a été accueillis par une dame qui faisait partie de l'équipe qui organisait les stages. Et quand on nous a amenés, parce que j'étais avec une collègue, quand on nous a amenés auprès de la cadre n'était absolument pas au courant de notre arrivée. Donc on a eu un accueil assez froid où désolé, j'ai pas le temps de vous accueillir, là faut que j'aille en réunion. Donc allez vous changer, allez demander aux soignants et je vous verrai plus tard. Donc quand on arrive là, on se dit ok, bon, c'est pas grave, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'arriver dans un stage où j'étais pas prévue. Et très rapidement, l'équipe, on se présente vite fait, mais on voit que on fait un peu partie du décor et soit on suit, mais on va pas en tout cas nous chercher pour nous dire viens, je vais te montrer ça, je vais te présenter le service. Et d'ailleurs, on nous annonce directement que de toute façon, la première semaine, on tournera qu'avec les aides-soignants. Les infirmiers ne s'occuperont pas de nous. Donc heureusement, on a un jeune aide-soignant qui directement nous montre où on doit se changer, nous montre un peu le service, comment ça s'organise, tout ça. Mais à aucun moment, les infirmiers sont venus vers nous et nous ont demandé quoi que ce soit. C'est vraiment nous qui devions aller nous présenter, demander est-ce que je peux... Mais la première semaine, on a eu très peu de contact avec les infirmiers. C'était vraiment qu'avec les aides-soignants.
Cette première semaine avec les aides-soignants se passe très bien. On est très bien encadrés. Alors ils vérifient, voilà, est-ce qu'on sait faire les toilettes, puis après ils nous laissent vraiment un peu en autonomie. On nous explique un peu les horaires importants de la journée. À telle heure, voilà, c'est le repas, à telle heure on débarrasse. Donc une petite routine s'installe assez rapidement où on comprend, c'est un peu comme dans tous les services, c'est des soins qu'on a déjà faits, il n'y a aucun problème majeur pendant cette première semaine. Au début, j'ai la chance de tourner avec deux jeunes infirmières en particulier et ça se passe plutôt bien. Il y a 1 ou 2 fois où je tourne avec 2 autres infirmières un peu plus âgées où là, je sens que les journées sont plus compliquées, disons que le contact est un peu plus rude. Mais dans l'ensemble, les 2-3 premières semaines avec les infirmières, ça se passe bien. Après, voilà, c'est toujours compliqué. Les premières semaines de stage, il faut s'acclimater au rythme. On a des nouveaux soins. On est très observés parce que du coup, ils essayent nous aussi de nous jauger, de voir si on a les bonnes compétences, s'ils peuvent nous faire confiance pour certains soins, tout ça. Donc, au début, c'est un peu compliqué dans le sens, faut prendre le rythme. Mais j'ai aucun problème d'échange avec les soignants, c'est vraiment juste prendre le rythme et comprendre le fonctionnement du service, ce qui est toujours un peu dur, mais il n'y a aucun problème majeur pendant ces premières semaines. Et c'est après où je commence à avoir un roulement avec d'autres infirmiers, où là je me rends vite compte que c'est très froid dans les échanges. Et il y a des moments où on se sent très seul parce qu'on ne trouve pas les soignants. C'est-à-dire on sort d'une chambre, on a fini de faire un soin et on est tout seul. On fait 3 fois le tour du service. Moi, je trouve mon autre collègue, je lui dis ils sont où en fait ? Je sais pas. Donc on se retrouve un peu démunis. Il y a d'autres moments où il y a des remarques qui sont désagréables, des choses qu'on n'est pas censé dire à quelqu'un tout court et pas à une stagiaire, même des fois devant les patients. Donc il y a un côté aussi un peu humiliant devant des fois l'équipe. On te dit vas-y, fais tes transmissions devant tout le monde, alors que des patients qui viennent d'arriver et on te reprend sur des choses et on te pose des questions, mais on va pas te donner de réponse ou d'explication. C'est-à-dire c'est juste t'as fait mal les choses, mais on te dit pas ce que t'as fait mal et on te dit pas ce que tu peux faire pour que ça aille mieux. À aucun moment il y a un échange pédagogique. C'est toujours des reproches, mais jamais de connaissances en plus, jamais de transmission. C'est toujours de ta faute. Un stage peut mal se dérouler pour plusieurs raisons. Soit l'étudiant n'a pas atteint toutes les compétences attendues à un stade de la formation, soit c'est par rapport à l'accueil de l'étudiant dès le premier jour en stage, soit c'est un manque d'encadrement aussi par les soignants. Et puis parfois, sans raison réelle, l'étudiant peut être victime gratuitement en fait, de maltraitance du personnel soignant. Pour moi, à ce moment-là, le dysfonctionnement, en fait, il vient tout simplement du fait où j'ai l'impression de me retrouver avec des soignants qui n'ont pas envie d'encadrer d'étudiantes. Où vraiment, on se dit, mais en fait, je suis un boulet dans leur quotidien et on n'a pas envie de te transmettre les choses. On n'a pas envie de te voir évoluer, on n'a pas envie de t'apprendre. T'es un peu un souffre-douleur, en fait. On est énervé aujourd'hui, on va dire à l'étudiante d'aller faire son soin et quand elle va revenir, on va lui dire, t'as mal fait ça, t'as mal fait ça, t'as mal fait ça. J'avais aucun problème avec les soins, j'avais aucun problème avec les patients. D'ailleurs, généralement, les patients, c'était un peu mon refuge, entre guillemets, où si j'allais faire un soin ou si j'allais faire une toilette à des patients que je suivais, avec qui je m'entendais bien, j'allais faire en sorte de peut-être que ça dure un peu plus longtemps, de discuter avec eux, parce qu'en me disant, si je suis dans une chambre avec un patient, on peut pas me reprocher de rien faire, on peut pas m'embêter en disant oui, tu fais mal les choses. Je suis vraiment avec mon patient dans la chambre, en train de discuter, en train de faire mon soin, tout ça. Donc les patients, c'était un peu mon refuge et de me dire que qu'il fallait pas qu'ils puissent voir que j'allais pas bien. Donc à chaque fois avant de rentrer une chambre, on prenait un grand coup, on mettait un sourire sur le visage et on y allait. Donc c'était vraiment l'échange avec les soignants et en fait on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'échange. Même des fois entre eux, c'était vraiment, on avait l'impression qu'ils étaient des étrangers entre eux, c'est-à-dire qu'ils venaient, ils se voyaient toute la journée, ils travaillaient, mais il n'y avait aucun échange contrairement à d'autres services où le matin, comment ça va, est-ce que ta journée d'hier s'est bien passée. Là c'était vraiment bonjour et chacun va faire ses tâches de la journée et après on s'en va tous et à demain quoi. L'évolution dans le service, elle est compliquée parce qu'en fait, je me rends compte que c'est une accumulation. Ça veut dire que plus les jours passent et plus c'est compliqué de se lever le matin, plus c'est compliqué d'y aller.
Je suis dans un moment où moi je suis quelqu'un de très amical, très sympathique, qui sourit beaucoup, qui rigole beaucoup, qui fait des blagues. Là, je perds complètement tout ça. Je me lève le matin, je suis comme un robot en fait. Je vais au taf parce que je dois aller au taf, pas parce que ça me fait plaisir d'aller voir les patients, de m'occuper des gens. Je perds en fait complètement ce pourquoi j'ai eu envie de devenir infirmière. Je perds complètement de vue ce but-là et c'est vraiment de l'automatisme. Émotionnellement, c'est très dur. Ça impacte plein de plans de ma vie personnelle. Un truc tout bête, mais je perds l'appétit. J'ai perdu 2-3 kilos du coup, pendant ces 2 mois de stage. Le sommeil, je dors en fait parce que je suis tellement épuisée émotionnellement et aussi physiquement évidemment que je dors comme une masse. Il y a aussi un côté un peu de renfermement. Même les week-ends où j'ai un peu de temps, j'ai pas la tête à aller voir mes copines et tout parce que je suis... En fait, on s'enferme tellement dans le truc de se dire « Ok, là, je viens de finir une journée, mais demain, il faut que j'y retourne. » Et donc, du coup, on est toujours en train de se dire « Mais comment je vais faire pour tenir demain, quoi ?» Et ça m'est arrivé, je pense, 2-3 fois d'aller un peu pleurer dans les toilettes et de prendre... les toilettes, de toute façon, c'était un refuge. Que ça soit pour moi ou pour ma collègue, je pense que j'ai dû aller 15 fois aux toilettes dans une journée parce que c'est le seul endroit où on a une raison et on ne peut pas vraiment nous embêter, quoi. Donc, on peut souffler un peu. Ça a vraiment un impact émotionnel où moi, ça m'a plombé mon énergie et on va dire un peu, je pense, mon humanité dans le sens où, ouais, vraiment, je suis un zombie, quoi. J'y vais parce que je suis forcée d'y aller, parce que j'ai pas envie de devoir refaire mon stage et que tout devient un automatisme, tout. Même la relation avec les patients, ça devient un automatisme. On se crée un peu une carapace en se disant, allez, encore une journée de plus, et en fait, on compte les jours. C'est-à-dire qu'on n'apprécie même pas le stage. C'est vraiment, on compte les jours en disant « Ok, plus que tant de jours ». Et c'est un éternel recommencement. Tous les jours se ressemblent. Et en fait, on est tout le temps un peu dans la crainte de se dire est-ce qu'il y a un moment où vraiment ils vont me virer ? Enfin, on en vient à penser ça. On se dit mais si je suis tellement nulle, en fait, pourquoi ils me gardent ? Il y a tout ce truc où on remet tout en question. On se remet en question, on remet notre projet professionnel en question, on remet notre pratique en question. Enfin, de base, j'ai pas voulu devenir infirmière pour ça, en fait. Et c'est vraiment un cauchemar, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Mes solutions, la toute première, ça a été du coup la collègue avec qui j'étais, qui fait aussi partie de l'IFSI, où on se soutenait. Du coup, on essayait d'aller manger en même temps, même si on était sur des roulements décalés, où quand il y en a une qui avait passé une sale matinée, l'autre essayait de lui remonter un peu le moral. Donc, on se soutenait énormément entre nous. Et c'est vrai que le moment du midi, alors en plus, on n'avait pas beaucoup de temps, mais c'était un peu le moment des fouloirs où voilà, on se disait tout ce qui s'était passé sans aucun filtre et elle m'a fait ça. Donc, ça faisait un peu, on se plaignait, mais en fait, c'était une manière aussi d'évacuer tout ça. Moi, j'avoue que je m'entendais bien quand même avec les aides-soignants. Donc, quand on a des moments avec eux, on essaye un peu de discuter. Certaines infirmières où ça allait un peu mieux. Donc, il y en avait une en particulier qui était plus jeune que les autres. Et bon, voilà, malheureusement, je tournais pas avec elle. Mais quand elle était là, j'essayais de lui poser des questions. Parce qu'il y a aussi ça, on n'ose plus poser de questions, du coup. Parce qu'on se dit, mais si je pose une question, ils vont me prendre pour une idiote. Parce que je sais pas, en fait. Donc, je m'appuyais pas mal sur elle pour avoir des réponses à mes questions. Moi, j'essayais aussi de donner le meilleur de moi-même. Donc, des fois, je me couchais très tard parce que je faisais des recherches. Encore, je travaillais sur mes dossiers patients, pour mes démarches de soins. Enfin, j'essayais de trouver des solutions, moi, dans mes ressources. Mais au bout d'un moment, on donne. Mais d'un autre côté, les soignants nous rendent pas en face. Évidemment, à un moment, je me dis que c'est pas possible et que c'est pas normal ce qui m'arrive. Donc, je contacte une première fois ma référente pédagogique qui m'écoute, qui comprend la situation, qui me dit qu'elle va du coup appeler la cadre pour voir en gros ce qui se passe et qu'est-ce qui peut être mis en place. Et j'appelle aussi la responsable de promotion pour essayer d'avoir vraiment un appui et de prévenir tout le monde et de faire comprendre que c'est pas juste un caprice, c'est pas juste c'est un peu compliqué ou quoi, c'est vraiment que là je suis à un moment où ça commence à impacter beaucoup trop ma santé mentale et ma vie personnelle pour que ça continue comme ça. Alors, si un stage se déroule pas bien, je pense qu'il doit d'abord contacter son tuteur de stage en priorité. Si c'est une problématique qui est avec un professionnel, donc
le tuteur peut être l'interlocuteur privilégié pour pouvoir essayer de désamorcer en fait la situation qui pose problème. Si c'est le tuteur lui-même, on a également le maître de stage. Le maître de stage, souvent, c'est le cadre de l'unité. Et si toutefois c'est pas suffisant, en effet, le référent de suivi pédagogique, c'est lui qui doit être l'interlocuteur au sein de l'IFSI pour pouvoir voir avec l'étudiant les problèmes que lui a recensés. Le référent de suivi pédagogique, dans ces cas-là, peut prendre contact avec le maître de stage ou le tuteur de stage pour aussi après avoir l'avis de cette personne. Et après, ce même référent de suivi pédagogique peut être aussi amené à venir sur le terrain de stage, essayer d'être en concertation avec les deux pour voir ce qui se passe. Il y a un appel du coup entre ma référente pédagogique et la cadre qui en fait n'a pas beaucoup d'impact. Moi, dans ma vie de tous les jours, il n'y a aucun changement. J'ai un retour après avec ma référente pédagogique qui m'explique en fait que l'échange, il n'y a pas vraiment eu d'échange. En fait, c'est-à-dire qu'elle aussi, comme pour nous avec les soignants ou avec la cadre, parce qu'évidemment, on en a parlé à la cadre à un moment, on se retrouve face à un mur où en fait, on nous renvoie juste nos défauts et nos imperfections et tout ce que je ne sais pas faire. C'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème de est-ce que je suis une bonne infirmière ou pas, c'est une question de je me sens pas bien dans ce service et je ne me sens pas en sécurité et je me sens pas écoutée en fait. Et ça, ils entendent pas. Pour eux, c'est moi le problème, je fais mal les choses, je suis pas une assez bonne étudiante en fait. Donc vu qu'ils me reprochent ça, c'est normal qu'ils soient un peu durs. J'ai eu un entretien avec la cadre au moment après mon bilan de mi-stage avec l'infirmière. Honnêtement, je pense que la cadre, à la limite, c'était peut-être la personne avec qui ça se passait le moins bien. Tout ce qu'on faisait mal était transmis à la cadre. Je pense que le soir, alors je sais pas si c'était à quel moment de la journée, mais dès qu'il y avait un truc qui allait de travers, la cadre était au courant. Moi, concrètement, quand la cadre était en service, je rasais les murs. Je me débrouillais pour soit aller faire des soins à un patient et pas être à côté d'elle, en fait, parce que c'est quelqu'un avec qui je ne me sentais pas écoutée, je ne me sentais pas compris. À aucun moment, elle a pu remettre en question le comportement de ses soignants. C'était toujours de notre faute. Alors en plus, c'était toujours tout était toujours très caché, tout était très diplomatique. C'était dit d'une manière où je comprenais que c'était moi le problème, mais elle le disait pas vraiment. Donc tout était un peu caché et amené de manière à ce que je comprenne que c'était moi qui étais en trop et pas eux qui étaient en tort. Mon bilan de mi-stage se passe bien. Je le fais avec du coup une des jeunes infirmières avec qui je m'entendais un peu mieux. Il est plutôt positif dans l'ensemble. Évidemment, il y a pas mal de choses à améliorer, mais comme elle me le dit elle-même, elle me dit c'est normal, je te mets beaucoup de choses à améliorer pour qu'après on voit qu'il y ait une vraie évolution par rapport à ton bilan de fin de stage. Ma démarche de soins, elle la trouve bien, elle me la valide, il n'y a aucun souci. Dans les points positifs, il y a pas mal de trucs très positifs. Voilà, les calculs de dose, ils sont bien. Le relationnel, il est très bien. Enfin, vraiment, évidemment, il y a des axes d'amélioration, mais rien qui m'alerte. Et pour moi, il ressemble à un bilan de mi-stage que j'ai pu avoir dans d'autres stages. Ça veut dire que c'est bien, ça peut être amélioré, mais c'est bien. On est vraiment dans un bilan de mi-stage correct. Ce bilan de mi-stage, il aurait dû me redonner du baume au cœur, mais en fait, ce qui se passe, c'est que très vite, on voit en fait en fonction de avec quel soignant on tourne et quelle infirmière, et l'échange qu'on a. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai un contact qui est très différent d'une infirmière à l'autre. Les jeunes infirmières, les 2-3 jeunes qu'il y avait dans le service, j'y allais le matin de manière un peu plus détendue. Mais il y avait 2-3 infirmiers où, en fait, il y a un côté où on est tellement un peu traumatisé que on sait déjà dès qu'on se lève le matin et qu'on voit qu'on tourne avec cette infirmière que la journée va mal se passer parce qu'on sait très bien qu'elles nous aiment pas, elles nous le font bien sentir, qu'elles ne nous apprécient pas et qu'elles ne sont absolument pas ravies de nous avoir dans leur service et de nous avoir entre guillemets dans leurs pattes. Donc on sait que ça va mal se passer la journée. Et le problème après le bilan de mi-stage, c'est que j'ai principalement tourné avec ces infirmiers-là où il y avait vraiment un blocage. C'est stressant en fait quand on a quelqu'un qui est sur notre dos et qui nous reproche nos moindres défauts, nos moindres faux pas. Alors on a beau faire une super matinée, mais il suffit que l'après-midi on fasse un petit truc de travers et tout, on va nous le reprocher tout le reste de la journée.
Il y a un moment vraiment où je me demande si je vais aller jusqu'au bout. Et il y a un peu ce balancement qui me dit d'un côté, tu vas pas bien psychologiquement, là vraiment, mentalement, t'es au bout du rouleau. Mais d'un autre côté, je me dis, t'es en début de 3e année. Tu peux pas abandonner maintenant. C'est pas possible. Si j'avais été en première année, je n'aurais pas continué. Ça, c'est sûr. Mais là, je suis beaucoup trop avancée dans ma formation pour abandonner maintenant. Et pour abandonner, en plus, il y a un peu ce côté, je pense, d'ego de ma personne qui dit « Tu vas pas abandonner à cause d'elle, quand même. » C'est pas 2-3 infirmières qui te font la misère qui vont te faire abandonner. Mais d'un autre côté, j'étais tellement fatiguée émotionnellement quand je rentrais chez moi. Et je me souviens, à un moment, je rentre chez moi et vraiment, je pleure, mais alors 10 minutes, 15 minutes. Et en fait, je me regarde, je me dis, mais là, c'est pas bon. Parce que pour me faire pleurer, faut quand même y aller. Là, je me dis, là, c'est vraiment pas bon. Et à ce moment-là, je vivais chez ma grand-mère au lieu de chez mes parents pour avoir moins de temps de transport. Et là, c'est la première ressource vers laquelle je me tourne. Elle me l'a dit, même elle, plus tard, que c'était la première fois qu'elle me voyait dans un tel état. Alors que je suis quand même quelqu'un d'assez résistant. C'est la première fois qu'elle me voyait comme ça, et même elle était inquiète, quoi, ou se disant, c'est ces études, à quel moment des études sont censées mettre ma petite fille dans un tel état. On en vient aussi à un moment où, quand j'en discute avec ma mère et elle, en tant que maman, me dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que tu as appelé l'école ? Enfin, je sens que même ma famille commence à être un peu inquiète de mon état. Ils me soutiennent, mais voilà, ils connaissent pas le milieu hospitalier. Donc ils me donnent des pistes pour m'aider, mais je sais que c'est pas possible et ils peuvent pas vraiment m'aider. On essaye un peu de se persuader en disant ça va aller. Voilà, moi je me souviens que tous les soirs je regardais mon calendrier en me disant ok, il te reste plus que tant de jours, tu peux le faire. Et il y avait aussi ce côté de me dire tu peux le faire et quand tu te verras après que tu auras fini, tu pourras être fier de toi parce que au-delà de ce que tu as pu apprendre pendant ce stage et le côté purement est-ce que j'ai appris des choses, est-ce que je suis devenue une meilleure infirmière, tu pourras aussi te dire j'ai encaissé ça et je suis allée jusqu'au bout, quoi, j'ai pas lâché. Quand je vois vraiment que ça va pas, je me retourne vers l'école. En fait, il s'est passé quelque chose qui a été qu'à cette époque-là, j'allais fêter mes 20 ans. Et du coup, j'avais un week-end organisé pour mon anniversaire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été malade. Et la CAD voulait m'obliger à rattraper ce jour maladie. Alors, pourtant, un jour maladie où je suis allée voir le médecin, j'avais les justificatifs, j'avais prévenu tout le monde. Elle voulait m'obliger à le rattraper ce week-end-là où je fêtais mon anniversaire. Et pour elle, ce n'était pas négociable. Et j'avais beau lui dire, mais madame, si vous voulez vraiment me faire rattraper, on fait ça un autre week-end. Mais là, ce week-end-là, je ne peux pas vraiment. Et elle me dit, non, mais vous allez venir, en fait. Vous allez venir et vous allez rattraper cette journée-là. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Ça fait 2 mois que j'organise mes 20 ans. Tous mes amis sont prévenus. Mes parents ont payé, ont réservé, tout ça. Et là, vraiment, je vais dans le vestiaire et j'appelle la responsable de promotion en pleurs. Et je lui dis, mais là, en fait, c'est plus possible. Là, ils sont en train de rentrer même dans ma vie personnelle. Et là, je ne suis même plus étudiante. Je suis limite un peu esclave. Ça veut dire qu'on me dit de faire des choses et je dois les faire. Il n'y a même pas de discussion sur ça. Je suis en pleurs au téléphone et je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience en disant on est en train vraiment un peu de perdre une étudiante et elle est en train aller au bout du rouleau. Malheureusement, encore une fois, on m'explique que l'école n'a pas d'autorité sur tout ce qui est rattrapage, jour d'absence, n'a pas d'autorité, c'est les lieux de stage qui décident, mais que elle comprendrait que j'y aille pas et que de toute façon, au pire, ça me fera une autre absence, mais que c'est pas ça qui mettra en péril la validation de mon stage. Et du coup, je décide tout simplement de ne pas aller travailler ce week-end-là, donc ça me fait encore une absence en plus. Mais il y a des moments où je pensais même plus à mon bilan de fin de stage et est-ce que j'allais valider mon stage ou pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est de la survie et on se dit, en fait, le but, c'est pas que je valide mon stage, c'est que j'arrive au bout de ce stage entière et mentalement stable. C'est le seul but. Alors, en effet, quand il n'y a pas de négociation possible avec le terrain de stage parce que c'est forcément l'étudiant qui a tort, mais eux, ils ne se remettent pas en question. Moi, je propose, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que la situation s'enlise dans le temps et dans ces cas-là, sortir l'étudiant de stage.
Alors le problème, c'est qu'il y a une feuille de stage qui sera faite, donc un bilan de stage qui sera quand même réalisé par le tuteur et ou le maître de stage, qui ne sera pas représentatif des compétences de l'étudiant, mais on doit avoir cette feuille de stage malgré tout et remettre l'étudiant sur un autre terrain de stage. Et après, ce bilan de stage, il sera étudié en équipe et la validation ou non de cette première partie de stage, elle sera vue par la CAC au moment de l'attribution des crédits. Là, chaque situation est singulière et là, on peut pas, il n'y a pas de règle. On connaît la problématique puisque nous-mêmes, on n'a pas pu négocier avec le terrain de stage. Donc, on voit bien que l'étudiant, lui, il n'a pas pu se défendre non plus. Mais il nous faut une première partie de stage. On ne peut pas faire comme si le stage, il n'avait pas eu lieu. Donc, il peut très bien être amené à refaire un stage, mais il ne refera pas son stage sur le stage sur lequel ça s'est mal passé. Finalement, je vais jusqu'au bout de ce stage en prenant beaucoup sur moi. Moi, il y a au bout d'un moment où même mes copines aussi ont été vraiment... elles m'envoyaient des petits messages le matin, dans la journée, comment ça se passe, si t'as besoin un peu de te défouler, de dire ce que t'as à dire, il n'y a pas de problème. Donc il y a vraiment eu un peu une organisation collective autour de moi en se disant il faut sauver Zoé, qu'elle aille au bout de son stage. Moi, je me souviendrai toujours du dernier jour avec ma collègue, où en plus, je crois qu'on tournait en même temps ce jour-là. Et donc, on se voit le matin, on se dit, ça y est, c'est le dernier jour, là, faut qu'on tienne jusqu'à la fin de la journée. Et en fait, nos bilans de stage sont faits par la cadre le matin. Et du coup, le midi, on descend pour manger. Nos bilans de stage sont finis. Et là, vraiment, on se regarde dans les yeux et on se dit, bon, nos bilans de stage sont vraiment pas glorieux. Et on se regarde dans les yeux, on se dit, mais est-ce qu'on y retourne pour les 2-3 dernières heures là, de l'après-midi ? Et elle était vraiment déterminée à pas y retourner. Je lui dis non, faut qu'on y retourne, faut qu'on y aille jusqu'au bout. Si on n'y va pas, ça leur donne seulement une cartouche en plus pour nous descendre et on sait très bien que si on n'y retourne pas directement, il y aura un appel à l'école en disant vos étudiantes ont déserté le lieu de stage, donc pour moi c'est pas possible. Je lui dis on serre les dents, on y retourne les 3 dernières heures et après c'est libéré. Et vraiment, quand j'ai passé les portes de l'hôpital pour la dernière fois, j'ai rarement eu un tel sentiment de libération. Il y a vraiment un poids qui s'est soulevé de ma poitrine et ouais, la fierté de se dire je suis allée jusqu'au bout quoi. Parce qu'il y avait ce côté où on essayait aussi d'un peu, c'était très malveillant, on comprenait que le but c'était de nous faire aussi un peu abandonner et de se dire qu'on a réussi à aller jusqu'au bout de ça malgré tous les bâtons qu'on a pu nous mettre dans les roues, c'est gratifiant. Le bilan de fin de stage, il est fait déjà d'une manière qui n'est pas correcte. Ça veut dire que le matin du dernier jour, la CAD vient nous voir, elle nous demande nos portfolios avec nos feuilles, on lui donne et elle nous dit « je vous appellerai dans l'après-midi pour vous les rendre ». Ça veut dire qu'ils ne sont pas remplis avec nous, elle les remplit toute seule dans son bureau en fonction de ce que les soignants, on ne sait pas quels soignants lui ont dit. Du coup, elle me convoque en fin de matinée. J'arrive dans son bureau et je sais d'ores et déjà qu'il n'y aura pas d'échange et que ça sera que elle qui parlera. Je suis à un niveau mental où tout ce que je veux, c'est qu'elle me rende ma feuille et que je parte d'ici. C'est-à-dire que je sais très bien que ça servira à rien d'essayer de négocier. Quand je vois mon bilan de fin de stage, j'ai un non acquis. J'ai énormément d'amélioré, je crois que j'ai que quelque chose vraiment d'acquis. Mon bilan de fin de stage est moins bon que mon bilan de mi-stage, donc je sais pas ce qui s'est passé entre-temps, si je savais plus rien faire ou quoi. Des choses sont à améliorer alors que j'ai fait des soins toute seule. C'est-à-dire qu'on ne me valide pas des choses que j'ai fait, qu'on m'envoyait du coup faire des soins sans savoir si j'étais vraiment apte à les faire. Moi, j'arrive, on va dire, à sauver, un peu sauver les meubles. Mon autre collègue, c'est vraiment la dégringolade. Je crois qu'elle a 7 non-acquis. Et elle, par contre, cherche un peu à comprendre le pourquoi du comment. Par exemple, on lui valide pas la compétence de réaction en situation d'urgence, alors qu'elle a quand même réagi à un arrêt cardio-respiratoire. Elle est allée chercher le chariot, elle a commencé à ballonner tout ça. Bon, après, l'arrêt est monté. Et quand elle demande une explication en disant « pourtant, j'ai fait ça, pourquoi vous me le validez pas ?» ah oui, mais vous l'avez fait qu'une fois, donc ça veut pas dire que vous savez vraiment le faire à chaque fois. Donc en fait, ils ont réponse à tout. Donc voilà, moi j'y vais dans l'optique en disant je sais que ça servira à rien de parler. Et de toute façon, elle me donne la feuille, elle me dit allez-y, lisez-la, vous êtes d'accord, bon vous signez devant moi. Et je suis obligée de signer cette feuille devant elle. Et après, j'ai tout un petit sermon. Bon, vous étiez limite, mais ça va. Vous pouvez, je crois qu'elle utilise l'expression, vous pouvez encore un peu être sauvé.
Contrairement à votre collègue, ce que je vous conseille, c'est votre premier stage, retournez dans un service médical pour essayer de vous améliorer et c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'essaye, moi, juste un peu, il y a un moment, j'essaye un peu de discuter par rapport au calcul de dose que j'ai fait pendant toute la durée de mon stage seule, que j'en ai même fait avec une soignante avec qui je m'entendais bien, une infirmière avec qui je m'entendais bien, où elle m'avait tout validé, on avait fait toute une feuille de calcul. Et en fait, là, elle me donne un calcul comme ça à faire de tête. Donc, je commence à sortir mon papier pour au moins noter ce qu'elle me dit. Non, vous le faites de tête devant moi. Donc, je prise de panique et dans le stress, je donne une mauvaise réponse. Et bon, vous voyez. Donc, c'est justifié. Allez, signez devant moi. Au bout d'un moment, je prends ma feuille. Merci madame, au revoir madame. Et je sors du bureau et je sais que je verrai plus tard avec ma référente. On verra ce qui peut être sauvé, tout ça. Mais là, je suis juste dans l'optique de partir d'ici. La commission d'attribution des crédits, la CAC, va entériner la proposition des ECTS de stage, proposition qui a été faite par les référents de suivi pédagogique. C'est-à-dire que le référent de suivi pédagogique a en entretien les étudiants au retour de stage, des entretiens qui durent en moyenne 1 heure, pour faire le point sur le bilan de stage. J'ai mis en place, moi, cette année, des réunions de concertation, à savoir des réunions avant la CAC, pour pouvoir étudier les situations plus ou moins complexes des situations de stage. Donc on a déjà une vision du profil d'étudiant à qui on décidera ou pas de proposer ou non les ECTS. La CAC, quant à elle, donc, va entériner la proposition du référent de suivi pédagogique. Donc si le référent de suivi pédagogique propose les ECTS de stage, la CAC, généralement, va dans le même sens que le référent de suivi pédagogique. J'ai été sauvée, j'ai validé mon stage, ma collègue aussi a validé son stage. Je pense que l'école et la CAC ont bien compris, en voyant de toute façon nos dossiers, on n'est pas des étudiantes problématiques. C'est la première fois qu'un stage se passait mal. Pour nous deux, on a toujours eu de très bons retours de stage. Ils ont bien compris que de toute façon, il y avait un problème. Et comme il y avait eu en plus des échanges avec nos 2 référentes à toutes les deux et avec le lieu de stage où les 2 référentes s'étaient retrouvées face à un mur, même l'école a compris que de toute façon, il y avait aussi un problème, je pense peut-être de formation auprès des soignants par rapport à l'encadrement, comment on remplit les feuilles de stage. Voilà, ils ont compris que tout n'était pas juste de notre fait et de notre incompétence qu'ils essayaient de faire, d'utiliser comme justification pour tous leurs agissements. A posteriori, bien sûr que ce stage m'a aidé à m'améliorer en tant qu'infirmière, que ça soit sur tout ce qui est gestes et soins techniques. J'ai pu acquérir une dextérité mieux en tout cas que celle que j'avais en venant, que ça soit sur les connaissances, sur la posture professionnelle aussi, parce que du coup il y avait ce côté où ça se passe à mal avec les soignants, mais il était hors de question pour moi que les patients puissent le voir. Donc j'ai pu développer, on va dire, ce côté un peu de double personnalité où voilà, devant les soignants on se fait toute petite et devant les patients, on sourit, on est agréable, tout ça. Même si sur leur encadrement par rapport aux étudiants, c'est plus que négligé, c'est des excellents professionnels. Ils ont des connaissances incroyables. Je me suis vraiment sentie grandir en tant qu'infirmière. Donc sur la pratique professionnelle, c'est sûr que ça a vraiment eu un impact très important. Mais aussi, je pense, sur ma faculté à me détacher un peu de ce qu'est un stage. Ça veut dire que j'étais tellement dans mon stage que j'étais un peu en mode ça va jamais se terminer, c'est un enfer, je vais jamais m'en sortir, voilà. Maintenant, quand je vais en stage, j'ai vraiment cette idée en tête de me dire ce n'est qu'une période. Tu vas pas rester toute ta vie dans ce service, tu vas pas rester toute ta vie avec ces gens-là. Donc j'ai vraiment réussi à me détacher de ce côté, voilà, un peu de durée du stage en me disant c'est qu'une période qui peut être compliquée, mais c'est une période. Aussi me détacher de ce côté un peu... moi, je marche beaucoup à la sympathie et tout ça. Si ça passe bien avec les gens, tout est beaucoup plus simple pour moi. Je me suis un peu détachée de ça en me disant ok, si tu croises des infirmiers dans le futur, ils sont peut-être pas très agréables, mais vois ce qu'ils peuvent, eux, t'apprendre. Et le reste, le côté, on va dire, un peu relationnel et est-ce qu'on s'entend bien entre nous, c'est vraiment du facultatif. S'ils peuvent t'apporter des choses professionnellement, c'est ce pourquoi t'es là. Après, si ça peut bien se passer et que tu peux avoir des moments vraiment d'échange agréables avec les soignants, comme ce qui a pu se passer là pour mon dernier stage, qui a été absolument parfait sur toute la ligne, tant mieux. Mais s'il n'y a pas, c'est pas grave.
Ce que cette expérience douloureuse a pu m'apporter sur moi, déjà, c'est beaucoup de résilience. Je pense que c'est vraiment le terme, ça veut dire de vraiment de me rendre compte que rien n'est éternel et que tout n'est qu'une perspective de temps et de moments, en fait. Aussi me dire que je peux encaisser beaucoup de choses. Donc ça m'a vraiment appris, cette chose de me dire, fais déjà ta vie, vois ce que les choses t'apportent et après on verra le reste. Focus-toi un peu plus sur toi et sur ce que tu peux apprendre des gens et qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter. S'ils ne t'apportent rien, tu les laisses. Par rapport à mon futur en tant que futur professionnel et potentiellement future encadrante d'étudiants, c'est sûr que ça a eu un impact très important. Ce qui est bien quand on fait des mauvaises expériences, c'est on sait exactement ce que ça fait et on se rend compte de l'impact que ça a derrière. Donc pour moi, il est hors de question que je puisse avoir ce genre de comportement avec des étudiants. C'est très contre-productif. Surtout quand ces mêmes soignants qui te font un peu la misère viennent ensuite te voir en disant on espère que quand tu seras diplômée, tu reviendras peut-être parce qu'il nous manque tant d'infirmières dans l'hôpital. Je me dis que c'est quand même très contre-productif comme procédé. On a besoin d'infirmiers et d'infirmières. Autant leur apprendre les choses correctement, au-delà de la dimension relationnelle, leur apprendre des choses utiles. Et si on peut leur apprendre dans un cadre agréable et valorisant pour eux, après, tout en découle. Ça veut dire qu'on se dit, si déjà, nous, en tant que soignants, on ne se comporte pas comme des humains bienveillants avec nos futurs collègues, on va un peu dans le mur. Donc, l'encadrement, il est primordial. Après, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Je suis tout oui à entendre toutes les critiques et au contraire, je pense que c'est en faisant des erreurs et en écoutant les critiques et les points améliorés qu'on avance. Mais il y a des manières de le faire, il y a des manières de le dire, il y a des manières de se comporter. Et il ne faut pas oublier que la santé mentale, je pense, des étudiants dans le sens large, que ce soit infirmier ou autre, est assez déplorable. Et qu'il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est juste ça. C'est pas évidemment de dérouler le tapis rouge aux étudiants, mais être un minimum bienveillant et leur montrer qu'ils sont importants et qu'ils sont écoutés aussi. À des étudiants qui vivent le même type de situation, j'aurais envie de leur dire déjà de prendre soin d'eux, de leur santé mentale, de eux aussi connaître leurs limites et de pas chercher à trop les dépasser et de se dire que c'est qu'un stage, c'est pas toute la vie, qu'il y a aucun problème, au contraire, à demander de l'aide, que ça soit à nos familles, à nos amis, à l'école, et au bout d'un moment qu'il y a aussi aucun problème à faire valoir ses ressentis en tant qu'étudiant et au bout d'un moment de dire à l'équipe c'est mal ce que vous faites, c'est-à-dire aussi eux les mettre face à leurs propres défauts et leur dire mais c'est hyper contre-productif ce que vous faites. De pas rester silencieux face aux maltraitances qu'ils peuvent subir, parce que c'est des maltraitances, qui restent pas silencieux face à ça et qui aussi ne perdent pas de vue leur objectif. Parce que moi, je me suis beaucoup remise en question en tant qu'infirmière de me dire mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de devenir ? Parce que c'est absolument pas ce que j'avais envie de devenir en tant qu'infirmière. Et se dire aussi que chacun devient l'infirmier qu'il veut être. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est encadré et que des infirmiers font d'une telle manière qu'on va obligatoirement devenir comme ça, qu'on est aussi notre propre personne et que c'est qu'un moment dans notre vie qu'il faut passer. Et sinon, il n'y a aucun jugement à dire au bout d'un moment, c'est trop pour moi. J'ai besoin de prendre du recul, je peux pas continuer. Et qu'il n'y a aucun mal à juste dire j'arrête là en fait parce que c'est trop pour moi et j'ai pas envie de me perdre et d'abandonner pour une raison aussi futile que des personnes malveillantes et qui n'ont pas envie de m'encadrer et qui n'ont pas envie de m'avoir dans leur service. Alors par rapport au futur, moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour la psychiatrie. C'est vraiment, je pense, le stage qui m'a vraiment fait le plus grandir et que j'ai le plus apprécié, tout simplement. Donc, je pense que ça sera en psychiatrie et le mieux, ça serait en pédopsychiatrie avec les enfants. Mais c'est pour moi le projet qui me plaît le plus. Ces personnes-là m'ont évidemment pas enlevé l'amour et l'envie de faire ce métier, sinon je pense que je serais pas là. Mais au contraire, je pense qu'ils l'ont même renforcé, de me dire que j'ai envie aussi de montrer aux gens qu'il y a des bonnes infirmières et je pense même à mes proches, j'ai envie de me dire que
J'espère que quand moi, mes proches iront à l'hôpital pour X ou Y raison, ils ne tomberont pas sur des personnes comme ça et que c'est mon rôle à moi aussi d'être une bonne infirmière pour les patients que je reçois et pour les étudiants aussi que je prends en charge. On fait un beau métier, qui est même, je pense, le plus beau au monde, mais c'est que mon avis personnel. Donc autant qu'on le fasse bien et qu'on le fasse dans de bonnes conditions. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.